bienvenue au nom du directeur général de l'ARCOP à tous ceux qui sont présents. 5 ans après la signature de notre convention, il est heureux de constater que de nombreux acquis ont été réalisés. Aujourd'hui, plus d'1 millier de PME à direction féminine et environ 150 fonctionnaires de l'État ont pu être formés sur les procédures de la commande publique à travers les 2 phases du programme. Le poète irlandais Seamus Heaney a écrit « Si vous avez le mot, il y a toujours une chance que vous trouviez le chemin. » Pour l'Irlande, notre engagement en faveur de l'égalité de genre s'appuie sur l'histoire de notre développement national. Notre propre parcours national nous montre que l'autonomisation des femmes et des filles conduit à des meilleurs résultats socio-économiques pour tous les membres de la société. Notre expérience directe sur l'île d'Irlande nous a également appris qu'il n'est pas possible de mettre fin à un conflit et de parvenir à la paix que lorsque les femmes sont présentes à la table des négociations. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de ce dialogue intergénérationnel organisé par ONU Femmes et l'ambassade d'Irlande, que nous remercions pour son engagement à faveur des femmes et des filles au Sénégal. Nos remerciements s'adressent également au directeur général de l'ARCOP qui a bien voulu mettre à notre disposition cette belle salle de conférence à l'occasion de cette activité. Mesdames et messieurs, distingués invités, le Sénégal a fait des progrès remarquables dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des femmes grâce à l'existence d'un cadre juridique et légal respectueux des conventions internationales et régionales des droits humains des femmes. Ces avancées significatives n'auraient pas été possibles sans l'action de femmes remarquables, de femmes exceptionnelles qui, depuis la première conférence de Beijing, ont œuvré avec détermination, avec conviction, avec passion et acharnement pour ces changements sociaux. Il ne faut rien laisser et surtout, il faut aller jusqu'au bout de tout. Nous ne savons pas jusqu'où le bout de notre chemin et de notre lutte, mais ce que nous savons, c'est que de génération en génération, nous devons avoir la fierté de transmettre un monde meilleur. Un monde meilleur, c'est celui de la dignité de l'homme et de la femme et celui de l'égalité des chances. C'est avec un immense plaisir que je viens participer au nom de Mme Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, à cette importante rencontre genre qui, à mon avis, constitue un moment de dialogue intergénérationnel axé sur des échanges d'idées, d'expériences et de valeurs. Encourager un dialogue intergénérationnel pour contribuer donc à renforcer les relations familiales et à créer un sens de solidarité et de protection au sein de la communauté. Mesdames les pionnières, je voudrais rendre un vibrant hommage, mes respects et ma profonde considération pour avoir tenu le flambeau très haut. Merci pour tout ce que vous avez fait pour que le Sénégal en arrive là. Aujourd'hui, en tant que témoin privilégié de cette conférence de Beijing, en tant que femme engagée, en tant que réalisatrice, actrice, productrice, femme engagée aussi pour la cause des femmes, je pense que je tire un bilan très satisfaisant. Nous avons encore certes tous ces problèmes qui ont donné lieu à cette conférence, l'égalité, l'accès à l'éducation, à la santé, l'égalité de salaire, les problèmes de violence basés sur le genre. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'il y a une masse critique qui n'a plus peur. Et j'aimerais juste moi changer la perspective sur le rôle de parent pauvre qu'on voudrait donner à l'art, à la culture. Ce n'est juste pas possible.
Nous avons été impactés parce que des femmes ont été à la télévision et que nous les avons vues dans les foyers. Donc, c'est un outil de persuasion, c'est un outil de changement de comportement puissant. Nous avons osé parce que des femmes ont animé des émissions à la radio, ont dénoncé des choses. Mon point de vue est qu'on ne va pas donner des leçons, mais on va juste mettre face à face plusieurs générations de mamans qui ont une façon de voir la vie, de jeunes femmes, de jeunes filles, de plus jeunes, d'hommes, de femmes, de se dire, voilà cette société que nous partageons. Nous y avons tous droit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait la guerre? Est-ce qu'on trouve un terrain d'entente? Est-ce que comme dans la vie de tous les jours, parfois, on se frictionne, mais on revient à l'essentiel qui est qu'on ne peut pas partir en laissant l'autre partir. Donc voilà. Aujourd'hui, moi, ce que je vais partager, c'est pas seulement les défis, mais plutôt les leçons que Tostal a eu le privilège d'apprendre auprès des communautés rurales où nous travaillons. Donc, ce que nous avons appris à la base, c'est que l'inclusion est quelque chose qu'on doit pratiquer en faisant face à ces normes sociales. Et quand on parle de l'inclusion, ce n'est pas seulement un niveau de redevabilité sociale et communautaire où nous demandons à la communauté d'être inclusive, c'est que nous, en tant que partenaires techniques et financiers, nous devons être inclusifs dans notre approche. Donc la première chose qu'on a apprise il y a longtemps, parce que nos programmes et notre intervention est en langue locale, c'est qu'il fallait redéfinir ce qu'on appelait les droits des femmes, les droits des filles. Arrivé dans certaines communautés, c'était difficile pour les leaders religieux, pour les leaders communautaires, de comprendre l'intention derrière notre programme, parce qu'on l'avait libellé comme un programme pour les droits des femmes ou la protection des femmes et des filles. Et donc, certaines personnes dans la communauté se sont senties exclues. Ce n'était pas le but. Le but était de voir comment co-créer, comment renforcer les valeurs et les forces des communautés en passant par ce qui se passait pour les femmes et les filles. Donc on a changé, on a modifié le vocabulaire et l'approche en disant c'est un programme sur le bien-être communautaire où chaque membre de la communauté est à valoriser et à écouter et à inclure dans les instances de décision et dans la reconfiguration des pratiques culturelles et sociales. Et dès qu'on a fait ce changement, notre initiative est devenue un accompagnement et pas une imposition qui venait de l'extérieur ou qui venait de la vie. Je suis contente d'être là avec des pionnières qui se sont battues et qui nous font honneur toujours. À chaque fois qu'on se retrouve en dehors du pays, nous sommes très contentes d'entendre parler de Madame Tadior Fall. Nous on dit Tadior, parce que si on dit Madame avec notre frère, parce que Tadior Fall, comme une première procureure de la République du Sénégal, à chaque fois qu'on parle de féminisme et qu'on cite Tata Marie-Angélique Savané ou professeur Fatou Sow, ça nous rend fiers en tant que Sénégalaise. Et quand on parle de Beijing aujourd'hui, et qu'on nous rappelle, avant Beijing, il y avait une rencontre qui s'était tenue au Sénégal, dirigée par des Sénégalaises, ça ne peut que nous faire plaisir. Et donc aujourd'hui, moi, je vais partager avec vous une expérience que nous avons eu à faire avec intitulée Conseil pour toutes. C'est la vidéo que vous voyez où il y a eu des féministes de 8 pays d'Afrique de l'Ouest qui se sont prononcés, et c'est moi qui disais qu'au Sénégal, en un mois, il y a eu 6 féminicides, et c'était le mois de mai en 2023, si vous vous rappelez, on a compté 9 femmes qui ont été tuées par des hommes. Et donc, du coup, en 2023, moi j'ai eu l'honneur de participer à cette campagne-là, intitulée Côté pour toutes, et le but c'était très simple, c'était véritablement de pousser les États à inscrire une ligne budgétaire dédiée à la collection de données sur les violences sexistes et sexuelles dans nos lois de finances. Parce que dans la sous-région, y compris au Sénégal, les violences sont présentes, mais peu visibles dans les politiques publiques, faute de chiffres fiables, de systèmes centralisés et de volonté politique forte. Donc, les violences sexistes qu'on retrouve un peu partout, que ce soit dans les écoles, les foyers, les lieux de travail, les espaces publics, mais qui restent quand même non signalés, non documentés et non budgétisés. Et cette campagne a voulu rappeler que ce qui n'est pas compté n'existe pas politiquement et qu'on ne peut pas élaborer des politiques efficaces si on ne connaît pas l'ampleur du problème. Donc compter pour nous, c'est reconnaître, c'est protéger, c'est également réparer. Et cette campagne a été construite avec une approche inclusive parce que des féministes expérimentés ont transmis leur savoir militant, des hommes, des jeunes ont apporté leur voix, leurs idées et leurs énergies, et ensemble nous avons mobilisé des communautés, les institutions et les médias.
Donc nous avons produit et diffusé des vidéos de sensibilisation, des capsules de témoignages et des reportages. Les réalités des femmes sénégalaises ont été documentées quelque part. Nous avons aussi utilisé l'image, la narration, le théâtre populaire pour toucher un grand public à travers ces 8 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger et la Côte d'Ivoire. Café Jean, il fallait l'inventer. Et je pense que ce sera quelque chose à pérenniser parce que le partage d'expérience, il n'y a pas mieux pour faire avancer les choses. Le dialogue intergénérationnel, il n'y a pas mieux pour faire partager les choses, mais surtout pour prendre ce qui a été réussi et l'implémenter dans toutes nos communautés. Parler d'éducation et d'autonomisation économique des filles, quelle évolution? Si c'est un sentiment personnel, je dirais que nous n'avons pas beaucoup évolué. Par contre, nous avons quand même fait des bons. Parce que de ma génération, beaucoup d'entre nous avions créé nos structures, parfois avec rien du tout, parfois avec 25 000 francs. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des employeurs, sans, et j'aime le dire en ralentissant mes mots, sans l'aide ni de l'État, ni des institutions, mais grâce à l'huile de coude, grâce au travail, grâce à la pugnacité, grâce au sacrifice personnel, mais au sacrifice de nos époux et de nos familles. C'est important de les associer à ce travail-là. L'autonomisation se réfère au processus d'augmentation du pouvoir individuel, collectif des membres de la société. Cela implique une amélioration des capacités à prendre des décisions, à influencer sur le cours de sa propre vie, ainsi qu'à exercer un contrôle sur les ressources matérielles et immatérielles. Selon les chiffres de l'OIT, Organisation internationale du travail, l'Afrique subsaharienne est la zone de notre continent qui affiche le taux de participation des femmes au marché du travail le plus élevé, avec 61,8% de femmes âgées de 15 à plus, qui participent à la production de biens et services et constituent la majorité des travailleurs à leur propre compte. Malgré le haut niveau de participation, les performances économiques de ces femmes sur le marché du travail sont moins bonnes. La dynamique des écarts hommes-femmes sur le marché du travail est nourrie par les nombreux désavantages économiques, culturels, institutionnels auxquels les femmes sont confrontées. L'autonomisation devrait donc engendrer des changements durables dans leurs conditions de vie, à la fois au sein de leur famille et de leur communauté. Je me souviens au Burkina, lors d'une formation, une dame me disait « Aujourd'hui, je compte. Lorsque je parle, on m'écoute. » Tout simplement parce qu'elle avait créé un restaurant. Donc, elle contribuait économiquement aux besoins de la famille et aux besoins de sa communauté. Women compte. Les résultats de cette étude, qui date de 2022, donc vraiment très récente, montrent que l'entrepreneuriat et le leadership féminin ont contribué à hauteur de 2681 milliards dans la création de valeur ajoutée, soit 22% du PIB du Sénégal. De venir ici et de voir cette salle qui est très belle et aussi contente de savoir qu'il y a plusieurs générations qui sont là. Je voudrais vraiment être contente, je remercie et là je peux vous dire que vous avez dans cette salle de nombreux modèles. Et tout à l'heure dans le premier panel, je pense qu'ils ont relevé quelque chose d'important dans la transmission, c'est avoir des modèles. Vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas effectivement de modèles qui peuvent vous orienter dans certaines choses sans pour autant vous imposer.
Je sais que c'est ça qui est important. Et quand je vois dans la salle René qui est là, qui a été ministre, qui représente beaucoup et s'est battu pour les femmes, Diago, Radical est parti, mais aussi elle est extraordinaire. Vous avez de véritables monuments ici, assis. Et là, Marie-Angélique, nous avons combattu longtemps, entre guillemets, dans beaucoup de pays d'ailleurs, et je crois que c'est extrêmement important. Alors, quand on parle de transmettre, qu'est-ce qu'on veut transmettre et qui peut transmettre? Et ce que je vous disais, c'est qu'il faudrait que nous ayons des modèles. Et nous n'avons pas besoin au Sénégal d'aller chercher des modèles ailleurs, puisque nous les avons. Et je pense que c'est dans tous les pays africains, encore je parle, parce que nous avons déjà des modèles avant la colonisation. J'avoue que je suis un peu émue parce que tu as parlé de génie. Ça me ramène beaucoup en arrière et sur des sujets même beaucoup plus personnels. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui est important pour les femmes aujourd'hui, c'est de ne pas perdre confiance, de ne pas perdre courage. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais pensé, quand j'ai commencé à m'engager, que ce serait un dîner de gala, qu'on va devenir toutes des ministres, des députés, des parlementaires, etc. Mais je pensais plus au chemin qu'on allait faire et qui n'allait pas être facile. La force que nous avions, c'était notre conviction. Et qu'on le veuille ou non, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, il faut qu'on soit convaincu de la réalité de ce qu'on dit, de la vérité de ce pourquoi on s'engage. Et à partir de cela, on acceptera les souffrances. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, moi j'ai perdu beaucoup de choses sur le plan professionnel. Je me suis mise dans des situations pas possibles parce que simplement je défendais des points de vue. J'ai fait une carrière à la fois internationale et locale sur bien des égards, mais j'ai eu énormément de problèmes parce que même sur le plan international, aux Nations Unies où on défend les droits des femmes, on n'accepte pas qu'une femme soit libre, surtout si elle est noire. Et qu'elle ose dire tout haut qu'il y a un impérialisme culturel, qu'il y a un impérialisme politique et qu'on ne peut pas aller de l'avant. Donc nous, notre génération, on a joué entre deux niveaux. À la fois le côté professionnel et le côté de l'engagement politique. Moi, j'ai pu faire beaucoup de choses parce que sur le plan professionnel, j'étais dans des situations. Par exemple, là, on parle beaucoup de Beijing. Et je veux juste prendre un petit temps sur ça. Beijing, c'était la dernière étape d'un processus qui a commencé en 1975 à Mexico, où on a décidé d'avoir la première année internationale de la femme. Et à Mexico, c'est là où on a enfin reconnu, sur le plan de la communauté internationale, qu'il existait plus de 50% de la population qui n'avait pas d'existence légale, qui n'était pas légitime, qui n'était pas reconnu dans ses droits, mais surtout dans sa capacité de production et de reproduction. Et c'est en ce sens-là que Mexico a été un tournant important. Je crois que souvent on focalise sur des aspects de détail, mais notre mouvement n'a de sens que si on le lit à l'international. Parce que c'est Mexico qui a permis qu'aussitôt après, en Afrique, on ait des ministères qui s'occupent des femmes, qu'on ait des directions qui s'occupent des problèmes de la reproduction, comme vous avez été, je vois que vous vous occupez de population. J'ai été directrice pour l'Afrique du Fonds des Nations Unies pour la population. Donc je sais, mais cette position de direction m'a permis, aussi bien, je reviens là-dessus, à Beijing par exemple, de fonder, de financer 400 femmes africaines, dont 60 journalistes, qui ont pu assister à Beijing. Ce que nous avons fait, c'est par un appel aux femmes du Sénégal et aux femmes du monde de dire nous combattons un système. C'est pas mon mari, c'est pas mon frère, c'est pas l'imam, etc. C'est un système qui organise l'oppression et la subordination des femmes. Donc si on n'est pas conscient que c'est un système, on se fatigue, on déploie beaucoup d'énergie. Parce que chacune d'entre vous, tout à l'heure, vous avez dit, on a fait mais, on a fait mais. Non, si on sait que c'est un système, on fait étape par étape. Et des avancées, il y a eu des lois, les deux ont eu à travailler sur la question, mais il faut continuer. Mais on ne peut pas le faire dans des perspectives individualistes, c'est pas possible. Et il faut qu'on arrête de se battre
C'est vrai qu'on doit avoir plus de femmes ministres, mais à quoi ça sert? Une femme qui est ministre dans un gouvernement où elle existe, je vois maintenant. On n'a même plus de ministère de la femme. C'est un ministère de la famille. Ça veut dire qu'on aura même... Et après on nous dit, j'ai écouté un monsieur hier qui disait, on va donner aux femmes un parlementaire. Le congé de maternité de 2 ans. Mais qu'est-ce que la femme va faire pendant 2 ans? C'est une manière de nous écarter du lieu du travail, de la production, pour nous ramener à la maison. Et il y a un projet politique et idéologique actuellement pour faire de la femme traditionnelle comme ils pensent à la maison. Et on utilise la religion alors que la religion ne dit pas ça. La religion donne des droits aux femmes. Je regardais la télévision et j'ai vu ces braves femmes avec leurs activités. J'ai dit, je vais aller voir ce qu'ils nous font. Je suis rentrée avec beaucoup d'innovation. Je suis rentrée avec beaucoup de manque de confiance en moi. Je suis rentrée avec beaucoup de traumatisme. Et c'est Yéhou qui m'a aidé en partie à me reconstruire. Mon affection, d'abord, je dirais que mon affection, mon amour pour les femmes, vient de cette dame que je viens de voir aujourd'hui. Et j'étais tout petit quand, entre guillemets, je violentais mes grandes sœurs. Elle me disait, on va t'amener chez York. Elle était à Saint-Denis. Je me rappelle très bien, c'est aujourd'hui qu'elle fait ce qu'elle là-bas. Donc j'ai fait des recherches pour savoir qui était cette York. Et j'ai découvert cette dame brave qui était là, qui défendait les droits, qui défendait la noblesse. Alors là, je me suis dit, il y a des femmes comme ça au Sénégal, il faut que ça se multiplie. J'étais encore enfant. Côté de l'État du Sénégal, pour toutes les questions relatives à la population, et particulièrement les questions des femmes. Pour ceux qui savent, moi je suis économiste, je suis un imam économiste. Pour ceux qui savent donc l'enjeu de développement, nous savons que l'impact que l'apport des femmes va apporter dans cette capture de dividendes démographiques est énorme. Et que si on ne prend pas, si on ne fait pas attention, le Sénégal risque de perdre ce tournant en ne respectant pas et en ne donnant pas aux femmes les droits qui leur est dévolu dans leur participation pour leur développement économique. Ces violences peuvent être évitées si on a compris le message originel du Coran. Parce que souvent on accuse la religion d'être à l'origine de certains facteurs donc, violents envers les femmes. Non. L'islam a reçu de la littérature humaine rajoutée donc, au texte originel. Quand mon engagement a été total lorsque j'ai lu Fatou Sarr pour comprendre ce que c'est que le féminisme. Quand j'ai écouté Amsat Sow Sidibé, mais quand j'ai suivi également Nioro, là je me suis dit je m'engage. Pourquoi? Parce que les revendications sont légitimes et c'est compris dans le Coran. C'est l'interprétation masculine dans ce système patriarcal qui pose problème. C'est pour ça que j'ai dit ces problèmes ne devraient pas exister si réellement on avait appliqué la religion donc dans son essence, dans sa quintessence. Si tous ces problèmes n'existeraient pas. Et c'est ce que j'essaie de vous démontrer. Ce que nous cherchons en islam, c'est l'équilibre sur la terre. Et cet équilibre ne peut se réaliser sans la présence de toutes les composantes, hommes ou femmes. Donc l'islam a déconstruit et réformé les habitudes et les traditions néfastes pour la dignité de l'être humain. Donc on met tous sur le même pied d'égalité. Quand on parle d'égalité homme-femme, il y a d'abord la dignité humaine. Il faut qu'on les traite au même pied d'égalité. C'est une forme de discrimination qui rend impossible la jouissance d'autres droits en refusant aux femmes la sécurité, la dignité, la sérénité, la stabilité, la paix. Oui, Madame Gakou, c'est une entrave à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Je salue et vous me permettrez de rendre hommage à Madame Diop Sow Fall, cette dame qui, sous son impulsion, a été mise la loi 2005 du 10 janvier 2020 criminalisant le viol et la pédophilie. Madame Diop Sow Fall, après avoir lu l'exposé des motifs, mais où se trouve la criminalisation? On ne voit pas la criminalisation ici. Et c'est retourner à la commission des lois pour qu'on regarde bien cette loi-là. Nous répétons elle.
on serait passé à côté. Et cette loi 2020-05, l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, la loi 2020 entre par 4 infractions. Le viol et la pédophilie sont criminalisés. L'attentat à la pudeur et le harcèlement sexuel connaissent des circonstances aggravantes. Auparavant, on avait également la loi 99-5 du 29 janvier 1999. En toute gratitude, madame Angélique Savané, c'est un modèle, une modèle. Permettez-moi d'utiliser ce langage qui puisse être. Vous êtes une modèle, vous êtes une référence à la défense de la cause des femmes. Nous sommes là, et la jeune génération, ces grandes femmes leaders qui sont dans la salle, qui se lèvent chaque jour pour faire reculer les violences faites aux femmes, les violences basées sur les gens. Merci aux femmes qui nous ont conduit à cet important café comment on dit? Café Jean. Et pour rendre hommage également et dire merci à tous ces yeux-là qui se lèvent également, qui sont avec nous dans ce combat. Écrivains, scénaristes, mais également activistes. Merci beaucoup. Je suis très honorée, vraiment très honorée. Quand j'arrivais ce matin, je ne savais pas que j'allais être dans une assemblée d'éminentes personnalités qui se sont battues pour les droits des femmes au Sénégal. Tout le monde connaît le dynamisme des femmes sénégalaises et je pense qu'aujourd'hui, en faisant ce plongeon dans l'histoire, nous avons pu voir effectivement tout ce que les aînés ont pu réaliser. Et nous vous devons, pas seulement les femmes sénégalaises, mais je crois que les femmes du continent africain vous doivent beaucoup parce que vous avez beaucoup porté la question des femmes au niveau national, au niveau régional, au niveau continental et au niveau international. Ce voyage dans le passé nous a permis d'avoir des éléments de ce sur quoi vous vous êtes battus, de comment vous vous êtes battus, et ça permet de mieux comprendre le présent, ce que nous vivons actuellement, et ça nous a donné des pistes aussi pour le futur. Et l'une de ces pistes que j'ai aimées, c'est vraiment de travailler ensemble, de travailler en synergie. Le mouvement n'existe plus ou il existe, mais il est émietté. Et je pense que nous sommes tous d'accord. Et en étant émietté, éparpillé, dispersé, on ne peut absolument rien faire. Il y a un proverbe africain qui dit qu'une seule main, je crois, ne peut pas attacher un fagot de bois. Pour l'attacher, il faut deux mains. Et je pense que c'est le cri que nous avons ici en disant il faut absolument qu'on ne perde pas les acquis que nos aînés ont eu à obtenir de longue haleine, bien de, comment dirais-je, d'arrache-pied. Nous avons l'obligation, surtout vous les jeunes, de pouvoir conserver ces acquis, mais il faut travailler ensemble. Et il y a eu des mots importants qui ont été prononcés pour moi, c'est oser, c'est le courage, c'est la conviction, c'est la détermination et c'est les sacrifices. Nous ne faisons pas ça pour avoir des postes de responsabilité ou bien pour être dans les gouvernements, mais nous faisons ça parce que nous y croyons, nous sommes des êtres humains et nous voulons défendre nos droits. Donc, le voyage continue et comme on a dit, c'est une étape. À une certaine étape, certaines ont joué le rôle qu'elles devaient jouer et maintenant, pour aller à la prochaine étape, nous devons jouer notre rôle. Et quelqu'un l'a bien dit, je pense, nous, en tant qu'ONU Femmes, on va utiliser la parcelle de pouvoir que nous avons justement pour donner ce genre de cadre où nous pouvons partager nos expériences et faire le plaidoyer. Et c'est l'occasion pour moi de remercier l'Irlande qui nous a aidés à organiser ce premier Café Jean, qui est un café test, dont ça a été fait à petite échelle. Et nous espérons donc que dans le futur, on pourra se retrouver sur d'autres thématiques, mais faire aussi à plus grande échelle. Et comme on l'a dit, aller dans les régions, justement là où on a besoin de sensibilisation, on a besoin de faire du plaidoyer. Donc, merci à toutes et à tous pour vos interventions. Merci beaucoup pour tout ce que nous avons pu écouter, échanger et nous avons bien noté les recommandations. Effectivement, les chiffres sont très alarmants
concernant l'accès des femmes à la commande publique. Et il y a eu un décret que l'ancien président avait pris il y a 3 ans pour consacrer un pourcentage de 2% aux femmes exclusif. Cela ne nous empêche pas de compétir aux autres marchés par des DRP et par des marchés carrément encore une terme de compétition. Mais il est certain que une telle rencontre permet aux jeunes femmes, vous êtes, et à nous, vos aînés, de comprendre davantage que c'est les marchés publics qui distribuent les ressources de ce pays. L'essentiel des ressources de ce pays, en termes d'achat, passe par les marchés publics. Est-ce que vous croyez que c'est normal que plus de la moitié de la population n'ait pas accès à ces marchés? Parce que simplement, ils ne sont pas partis à l'école suffisamment, elles n'ont pas de grosses entreprises, de gros diplômes. C'est vraiment une injustice qui est en train, en tout cas, d'être perçue. Je dis perçue parce que ce n'est pas encore correctement souligné comme il faut et ce n'est pas encore réglé. La question, c'était de savoir quels sont les types de violences qui existent et comment elles constituent des freins pour l'autonomisation économique des femmes. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de violences. Il y a les violences physiques, il y a les violences psychologiques, il y a les violences émotionnelles, il y a les violences sexuelles. Et toutes contribuent justement à impacter négativement l'autonomisation financière des femmes. Les violences psychologiques. La violence psychologique et émotionnelle, elles amènent les femmes justement à se remettre en question, à douter d'elles-mêmes. Or, vous savez que pour faire de l'autonomisation économique, pour être indépendante financièrement ou engager une activité en lien avec l'entrepreneuriat féminin, il faut avoir une bonne dose de confiance en soi, il faut avoir l'estime de soi. Aussi, émotionnellement, psychologiquement, on vous a déjà répété plusieurs fois que vous n'avez pas de capacités, que vous n'êtes pas intelligent, que vous ne pouvez pas réussir votre projet. Vous abandonnez même avant de pouvoir commencer. Et pour d'autres, elles arrivent à commencer. Mais vous savez que lorsque vous vous engagez dans l'entrepreneuriat féminin, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'obstacles et vous avez besoin d'être accompagné, d'être soutenu. Donc, si votre environnement ne fait que vous rappeler que c'est difficile, c'est compliqué, vous n'avez pas les capacités, ce n'est pas pour vous, évidemment, ça va vous impacter négativement. La question des violences physiques, lorsque vous faites de l'entrepreneuriat féminin, vous êtes appelé à avoir des contacts, vous êtes appelé à sortir de chez vous pour aller identifier de nouveaux produits, ou bien pour faire des négociations et même ou bien renforcer vos capacités. Si vous avez un mari qui ne vous accompagne pas, qui ne vous comprend pas, qui ne comprend pas le projet que vous avez, et voilà, certaines questions, il peut les régler par de la violence physique et ça vous handicape et ça vous voilà, met dans une situation qui ne permet pas de mettre en œuvre le projet que vous avez dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Les violences sexuelles, n'en parlons pas, c'est l'un des phénomènes les plus graves ou l'une des formes les plus graves en matière de violence basée sur le genre. Qui handicape énormément parce qu'on constate des replis sur soi, un isolement. Et lorsque vous êtes replié sur vous-même et que vous vous isolez, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, on parle de marketing, on parle de communication, vous devez aller vers les autres. Et si vous portez déjà en vous ce lourd fardeau et que vous préférez vous isoler, c'est aussi handicapant. Donc, c'est la raison pour laquelle il est vraiment important dès le bas âge d'inculquer aux enfants l'estime de soi, le courage justement pour éviter d'être victime de ces violences et lorsque vous êtes victime, que vous ayez la capacité de pouvoir y répondre, de pouvoir aller chercher de l'aide justement pour ne pas rester dans votre situation de victime, mais de passer à l'étape que nous appelons survivante. Survivante, ça veut dire que vous assumez pleinement ce qui vous est arrivé et vous continuez, vous cherchez des pistes pour pouvoir justement dépasser et surmonter la situation, le drame ou bien le traumatisme que vous avez vécu. Et parmi ces situations, c'est vraiment la question d'autonomisation financière. On ne le dira jamais assez, toute femme qui est autonome économiquement, financièrement, c'est déjà
en quelque sorte une sorte de prévention et de réduction de la vulnérabilité des femmes.